D'ailleurs, c'est comme s'il y avait une marque qui était grand public et il y a maintenant une marque qui est comme orientée pour les ressources humaines, une marque qui est orientée pour attirer des talents. Alors, c'est comme si avec notre compagnie, on avait plus d'une marque et une de ces marques-là s'adresserait pour attirer des talents. OK. Et cette marque-là, on l'aura au niveau de notre entreprise? Je suis pas sûr de te suivre, là. Alors, comment ça? OK. Mais c'est correct. Là, parce que, mesdames et messieurs, on essaie de faire fonctionner le Facebook Live. Ben oui, en même temps. Mais je pense pas que ça marche pour l'instant. Mais c'est pas grave. Ça va venir. Dans les semaines prochaines, on va faire un Facebook Live. La marque employeur, en fait, Pierre, c'est une marque qui va nous servir à attirer des talents. Donc, il faut le voir comme étant un positionnement plutôt. Comment je fais pour rendre ma compagnie sexy aux yeux des gens qui voudraient potentiellement travailler chez moi. Alors, positionnez-vous dans l'optique d'une personne qui cherche un emploi maintenant. La personne qui cherche un emploi de nos jours a le contrôle. Elle a, dans le fond, l'offre est en sa faveur. Parce que tout le monde demande et tout le monde demande à avoir des employés qualifiés et tout. Donc, elle va magasiner de plus en plus sur les emplois et va aller voir un peu chaque compagnie et donc va aller s'intéresser à savoir comment ça se passe le travail dans l'entreprise. La personne va être intéressée par plusieurs choses. Oui, les conditions, mais aussi, est-ce qu'il y a des opportunités? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Où l'entreprise s'en va-t-elle? Quelles sont les opportunités pour moi? Est-ce que je peux grandir là-dedans? Donc, toutes ces questions-là... C'est vendeur, mais oui, je comprends. C'est vendeur. Toutes ces questions-là se retrouvaient... jadis, lorsqu'on faisait une entrevue puis qu'on voulait bien nous montrer l'entreprise, on nous vendait en quelque sorte l'entreprise. Mais de nos jours, avec la disponibilité de l'information sur le net, les gens magasinent avant d'apposer leur candidature. Ben oui, ils veulent être sûr qu'effectivement l'entreprise est reconnue. Souvent, ça va être de bouche à oreille, mais une entreprise qu'on ne connaît pas, donc doit se démarquer. Exact. Donc, aujourd'hui, je vous parle de trucs pour aider les entreprises à se positionner qui sont peut-être des entreprises qui sont en prise avec des problématiques de recrutement. Donc, si votre entreprise a des problèmes de recrutement, vous vous demandez comment je fais pour attirer des talents et comment je fais pour avoir des gens qui viennent vers moi, vers mon entreprise pour travailler, en fait. Bien, le premier truc que je vous dirais, c'est positionnez-vous dans les bottines des gens qui appliquent chez vous. Alors, faites une recherche, cherchez sur le net pour voir les emplois à faire. Cherchez, j'ai un client, je vais le prendre par exemple, je ne donnerai pas son nom, mais ils sont dans le domaine de l'environnement. Bon, ben, cherchez des requêtes emploi en environnement, emploi en consultation, aide au niveau des villes, et ainsi de suite. Cherchez des mots-clés qui ont rapport avec l'emploi. Parce que la personne ne connaît pas votre entreprise. Fait qu'elle ne trouvera pas le nom de votre entreprise. Elle ne va pas taper le nom de votre entreprise dans Google. Elle va taper des mots-clés. Il faudrait qu'elle tombe sur votre site. Donc déjà là, il y a quelque chose à faire au niveau du référencement, au niveau des pages sur votre site. La deuxième chose, c'est aussi une présence qui est au-delà de votre site. Donc de se placer sur des sites traditionnels à la Job Boom, à la Kijiji, ainsi de suite. Ça va vous aider un petit peu. Mais à la fin du parcours web, on veut que les gens se retrouvent sur votre site. Donc, il faudrait que, dans le fond, tous les Job Boom de ce monde aient un lien vers votre site, mais pas un lien vers la page d'accueil. On serait tenté d'amener vers la page d'accueil, mais la page d'accueil, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Il faut créer une section... C'est un de mes trucs, il faut créer une section RH sur votre site. Il faut créer une section talent, il faut créer une section emploi sur votre site et il faut vendre l'entreprise. Imaginez une section dans laquelle on fait comme un tour privé de votre entreprise où est-ce qu'on parle pas juste du salaire puis des postes offerts de manière drabe avec une liste. On parle, voici les valeurs de l'entreprise, voici les gens qui y travaillent, voici les projets sur lesquels on travaille, voici les opportunités, voici le monde souriant avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez... Tu sais, c'est une histoire qu'on raconte. Mais c'est bon ce que tu dis parce que je suis convaincu que c'est pas toutes les entreprises qui utilisent ça. Et là, tu viens de cliquer à plusieurs entrepreneurs et dire c'est ben trop vrai. Il a raison parce que les gens qui vont sur notre site, ben, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'historique, ils voient notre bâtisse, ils voient plus du n'importe quoi. Là, un ensemble, ça ressemble quand même à ça, les sites. Mais il n'y a pas vraiment rien qui attire l'attention pour dire, regardez l'avantage. Alors qu'on retrouve ça dans les peut-être grandes entreprises indirectement, où est-ce qu'il y a un témoignage d'un employé qui parle, qui va dire, ça fait 25 ans que je suis là, on est bien traité. Mais au niveau
plus petit, la PPE ou de la petite PME, on voit pas grand-chose. Non. T'as raison. Alors, mais puis ça peut, bon point. c'est sûr que ça, pour, la PPE ou la TPE peut trouver ça complexe. L'OBNL aussi peut trouver ça complexe à mettre en place. C'est pas nécessairement onéreux. On parle juste de rédaction. C'est juste du storytelling. Vous pouvez prendre votre cellulaire, filmer quelqu'un, faire des entrevues. C'est pas ça qui est compliqué. En fait, puis dites-vous, le petit effort que vous allez faire, là, ne serait-ce que faire une vidéo, là, votre compétiteur le fait pas. Puis dans votre coin, il y a le 3/4 des entreprises qui font pas ça. Moi, je donne ces conseils-là à beaucoup d'entreprises. Les gens le font pas quand même parce que faute de temps, faute de budget, faute de ci, faute de ça. Alors que c'est pas compliqué à faire. Il suffit juste de s'allouer du temps, faire une rédaction, puis voilà. Et donc, le fait de le faire, c'est que vous compétitionnez. C'est pour ça qu'on utilise le terme marque employeur aussi, Pierre, parce que dans une marque client, on va dire on vend des autos, ben je me bats contre d'autres automobiles. Donc, j'essaie de cibler un client potentiel et les autres qui font du bruit pour rejoindre le même client, c'est mes compétiteurs. Au niveau de la marque employeur, j'essaie de rejoindre un talent et les autres qui essaient de rejoindre ce talent-là, c'est mes compétiteurs. Et donc, on a des compétiteurs de talent qui ne sont pas nos mêmes compétiteurs au niveau des affaires et des ventes. Alors, si vous compétitionnez avec une entreprise, on va dire, pour aller chercher un développeur web. OK, c'est un exemple. Si vous cherchez un développeur web, vous vous battez pas juste avec des agences, dans notre cas c'est ça, des agences web, vous vous battez avec des agences de développement d'applications, vous vous battez même avec le gouvernement, vous vous battez avec des banques. Ces gens-là cherchent aussi du développement. C'est la même chose dans toutes sortes de talents. Si vous cherchez un machiniste, puis vous êtes une job shop de métal, ben vous allez peut-être vous battre avec quelqu'un qui cherche un machiniste dans un domaine automobile ou dans un domaine de quincaillerie ou dans un domaine... Donc, les domaines sont variés. Et évidemment, ça va vous demander, si vous voulez devenir bon dans votre marque employeur, le niveau d'après, le conseil que je vous dirais, c'est de faire une petite étude de marché dans votre secteur au niveau de l'emploi. Pour bien comprendre votre client. Votre client, c'est l'employé. Donc, ce client-là, il faut le comprendre. Il réside où? Qu'est-ce qu'il cherche? Ici, on est dans le sud-ouest, là. Bon, je vais chercher quoi? Des seniors, peut-être? Si je veux des seniors. Bon, senior, il veut quoi? Il veut une qualité de vie. Il veut pouvoir se déplacer. Pourquoi il reste dans le sud-ouest? Parce que, il veut acheter une maison à la salle, avec une cour, avec une vue sur l'eau. Il veut pas prendre les ponts. Il veut pas prendre les ponts. Il veut pas se faire stresser au centre-ville. Donc, là, je commence à le comprendre. On brainstorm ensemble, toi et moi, Pierre, là, on est dans le même business. Là, on va aller rechercher des talents qu'on est en train en ce moment de jaser sur qui qu'on essaie d'attirer. Mais après ça, on va aller regarder c'est qui la compétition. Qui d'autres essayent d'offrir des conditions dans le sud-ouest pour le même type de personne, on va dire le machiniste. Bon, OK, le machiniste, il est peut-être prêt dans le sud-ouest à gagner un peu moins, mais parce qu'il n'a pas à se taper 1 heure de pont à chaque jour. Fait que là, peut-être que lui, s'il a une famille, il débute sa famille, il a 33 ans, 35 ans, il a peut-être 2 enfants, il veut passer du temps, je vais peut-être lui offrir une flexibilité. Je vais peut-être lui donner des packages, je vais peut-être lui donner une souplesse au niveau des packages. On en a parlé souvent, ça, dans les dernières années. Les entreprises doivent devenir créatives au niveau des packages qu'ils offrent. Tu peux pas juste avoir un package de bonification, un package de ce que tu donnes à tes employés. Il y a une philosophie maintenant au niveau des ressources humaines d'offrir des packages modulaires. Donc, plutôt s'asseoir avec l'employé et dire qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qui t'intéresse. Il y en a qui veulent des vacances, il y en a qui veulent des bonnies, il y en a qui veulent une flexibilité. Donc, tout ça, juste d'avoir cette réflexion-là, Pierre, puis de se dire j'offre une souplesse au niveau je me permets d'être souple au niveau de ce que j'offre, ça va vous donner un avantage parce que vous avez commencé la réflexion, parce que vous avez une stratégie au niveau de cette marque-là. Dès que vous pensez à marque employeur et que vous élaborez une stratégie, vous avez 2 pas de fait que les autres n'ont sûrement pas fait. Et ça va vous aider parce que même dans toutes sortes de domaines, nous, dans notre domaine, 85%, c'est des ressources humaines. Dans des entreprises manufacturières aussi, c'est des robots, c'est de l'automatisation, mais c'est à 45%, c'est des ressources humaines. Les ressources humaines sont extrêmement importantes pour la réussite de votre entreprise. Et donc, qui on met responsable? Les ressources humaines de lancer ce projet-là? Si on n'en a pas, on se fait un petit brainstorm avec nos employeurs et puis on se dit, mais là, il faut lancer ça parce qu'on a de la difficulté. Ce qui arrive, c'est qu'on a de la difficulté à recruter, on a de la difficulté à aller chercher des gens. Nos employés sont heureux, mais personne ne le sait. C'est un peu ça, dans le fond, le package. Qui on met responsable? C'est une bonne question.
Celui qui est compétent pour le faire, on va dire. Ça va être facile. Exact. Non, mais vu qu'on parle de ressources humaines, est-ce que éventuellement les ressources humaines vont talonner le marketing indirectement? Hein, c'est une super question, Pierre, parce que les ressources humaines, ça tombe souvent entre deux chaises si on n'a pas de département. Les ressources humaines, c'est souvent, dans les grosses entreprises, ils vont mettre ça sous les finances ou sous la gestion des opérations. Dans les grosses business, tu as souvent vente, finance, puis de temps en temps, tu as comme gestion des opérations, puis c'est ça les trois grands piliers. Ouais. Puis malheureusement, tout ce qui est RH puis ce qui est marketing va venir hériter de ces trois grands chapeaux-là. Donc, dans vente, on va souvent avoir marketing qui est en dessous, ou dans finance, on va avoir en dessous ce qui est RH et ce qui est des fois marketing, malheureusement, ce qui n'a pas rapport nécessairement toujours avec les finances. Mais bon, et là-dedans, il y a peut-être un département. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'on va isoler une question qui est fondamentale pour l'ensemble des départements dans un département. Donc, c'est une approche par silo. Ce qui est, à mon sens, ridicule parce que c'est comme si on disait que tous les besoins de tous les départements vont être réfléchis par 1, 2 ou 3 individus dans le département des ressources humaines. Évidemment, ces gens-là ne travaillent pas en silo. Là. Pour la plupart des gens en RH que je connaisse, ils ont une mentalité de dire on va être transversal dans tous les... pas le choix, mais oui. Donc, dans une grosse business, ça va être le département RH. Mais le département RH, de nos jours, doit collaborer avec le département marketing dans ce qu'on appelle justement la marque employeur. Parce que les gens de marketing vont savoir comment packager le message, vont savoir comment rendre ça sexy, vont savoir comment utiliser des moyens de communication, comment même mettre de la pub. On va allouer un budget publicitaire de nos jours pour aller recruter. Ouais. Une part de notre budget publicitaire doit aller là-dedans. C'est une partie marketing qui fait ça, oui, c'est vrai. Tu es obligé de mettre du cash. Mais parce ça que reste si ton compétiteur met du cash, puis il met 200$ par mois pour... Il recrute en plus. Il recrute, là. Lui, là, il met de l'argent là-dedans, là, tu comprends? Ouais, mais ça doit quand même paraître bizarre pour un département de marketing qui est habitué à la commercialisation, exemple, d'un produit. Et là, on lui dit, ben là, ta minute, là, faut que tu penses maintenant RH un peu plus, sans engager quelqu'un, là. Ben oui, mais je te dirais que de plus en plus, il y a une tendance à ce qu'on appelle la communication RH. Et ça, les tendances qu'on voit, Pierre, c'est que depuis les 5 dernières années, les budgets augmentent dans les départements de communication RH. Dans les grandes entreprises, donc c'est une tendance aussi dans les petites entreprises. Ouais. Les départements RH commencent à avoir des budgets marketing. Et donc, les départements marketing sont au courant qu'ils ont une job à faire au niveau des ressources humaines et de la communication interne. Parce que de toute façon, le marketing, c'est un mix entre vente et communication, on s'entend. Ouais. C'est pas juste du positionnement de produit, c'est du positionnement de message, point. Et donc, il y a aussi des outils de communication. Puis dans une business, il y a plein d'outils internes. Puis il y a la marque interne, c'est-à-dire même l'employé qui est dans l'entreprise, on doit lui communiquer d'une façon. Dès qu'on dépasse un certain seuil, on dépasse le 50 employés et plus, il y a une déconnexion qui se fait entre le président puis le plancher. Ouais, ce qu'on dit en québécois, le plancher des vaches. Ouais. Mais cette déconnexion-là peut être dramatique pour une business si on perd le fil de la vision, si on perd les valeurs, si on perd... on peut perdre un paquet de facteurs clés. Et c'est souvent le cas de plusieurs PME justement qui se mettent à grandir. Exact. Et la communication se fait plus. Exact. Et là, les employés fidèles qui voyaient le boss le voient plus. Exact. Et là, il y a un découragement parce que l'heure ne passe pas. Ça perd le sens. Voilà, c'est ça. Puis le sens, c'est la vision. Puis c'est ce qui est le plus important en stratégie, c'est qu'il y a une direction. Ouais. T'étais une petite chaloupe, là, puis t'es rendu 4-5 bateaux. C'est gros, là. C'est gros, là, ta flotte, là. Puis tes 4-5 bateaux, il faut comme tout qui s'en aille dans la même direction. Ça prend quelqu'un qui dirige ça. Puis ça prend une communication. Puis cette communication-là, c'est ce qu'on appelle la communication interne. C'est une belle analogie. Moi, j'aime ça, les bateaux. N'importe qui nous écoute, qui aime les bateaux, moi, j'aimerais ça partir en voyage avec vous sur un grand voilier. Des PME, c'est peut-être plus un pédalo. Puis là, tranquillement, pas vite, ça monte un bateau. C'est un pélado, c'est pas un pédalo. Un pélado. Bon, petit gag à part. Donc, les communications RH sont de plus en plus importantes. Les outils aussi, on voit de plus en plus d'infolettres internes, par exemple, ou des intranets plus compliqués, dans le fond, des bases de connaissances internes, des journaux internes dans les grosses entreprises. Maintenant, la question que je te vois venir avec, Pierre. Oui, vas-y. Comment on fait avec la TPE et les OBNL qui n'ont pas beaucoup de budget? Ben c'est ça, mais c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va arriver? C'est le chef qui décide ça. Mais j'ai plein de trucs pour vous, ça va me faire plaisir de vous aider. On t'écoute. La première chose, ça vous prend juste du temps. Ça vous prend de la réflexion. Vous êtes 2, 4,
10, 15 dans votre business. Prenez des gens clés dans votre entreprise, des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là et des gens que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Faites un petit lunch, achetez le lunch. Un comité, ça va coûter 70$, pizza, 100$ une pizza là, à la gang avec tout ça. Puis faites un petit, exact comme tu l'as dit, le mot, un comité. Un comité RH. Vous n'avez pas besoin d'avoir de département. Faites un comité. Vous vous rencontrez une fois au trimestre, 2 heures, discutez de ces problématiques-là. Si c'est vraiment important pour vous, faites une rencontre au mois de 1 heure, un petit lunch, 1h30, puis discutez de certains points. Premier point, qui on veut embaucher? Deuxième point, comment on va se distinguer de notre compétition? Puis c'est quoi nos avantages en termes de job? 3, qu'est-ce qui fait, toi, que ça fait 5 ans que tu restes avec nous? Puis toi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir travailler avec nous dans les derniers 3 mois? Puis qu'est-ce qui fait que tu vas vouloir rester? Puis avec ça, vous avez déjà la base de votre message. Puis cinquièmement, j'espère que si vous faites cette réflexion-là, c'est que vous êtes capable de faire une réflexion stratégique sur la vision de l'entreprise. Donc, où est-ce qu'on s'en va généralement comme business? Puis c'est quoi la place qu'on a pour des gens puis des talents au sein de notre entreprise? Puis, perdez pas de perspective, Pierre. Plusieurs facteurs. Puis pour les OBNL puis les TPS, c'est super important. Les gens vont passer 8 heures par jour assis sur une chaise ou dans votre usine debout à bouger. Ils vont mettre le tiers de leur vie en travail. L'autre tiers, ils vont le mettre à dormir. Puis l'autre tiers, ça va se diviser pour divertissement, famille et toutes les autres affaires. Puis peut-être faire des siestes parce qu'ils sont trop fatigués. Ça ressemble à ça. Fait qu'ils vont passer le tiers de leur vie à travailler. Passer un certain stade dans la vie, on cherche pas juste le cash. Les gens... Tu vois ça dans tous les cabinets d'avocats, les gens se brûlent en dedans de 4 ans. Dans tous les grands cabinets, dans les agences de ce monde, le monde, ça tombe comme des mouches. Dans le jeu vidéo aussi. Les gens rentrent sur le marché du travail. Au Québec, on est chanceux comparativement en Europe ou en France. Là, les gens travaillent plus tôt, les gens travaillent jeunes. Je dis pas que les Français sont fainéants, là, mais il y en a beaucoup. C'est pas dans leur culture de travailler tôt, mais il y en a qui le font pareil, là, puis ils sont plus matures. Mais ici, on tombe dans le marché du travail à 22, 23, 24 ans, on cherche des jobs. Puis là, nous, comme employeurs, on se dit tout le monde veut du cash. Il faut que j'offre les salaires les plus compétitifs. Malheureusement, les études le démontrent, le cash, c'est pas le premier facteur qui fait qu'on reste. C'est le premier facteur qui fait qu'on entre. Puis c'est le dernier facteur qui fait qu'on reste. Ce qui fait qu'on reste dans une business, c'est la motivation, c'est l'encadrement, c'est la valorisation, c'est le fait qu'on sent qu'on peut grandir avec l'entreprise. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour du salaire. Parce que le salaire, quand tu as une augmentation, ta joie, elle dure 5 minutes. Tu checkes ton compte en banque. Oh, je passais de 800 à 900 par paye, yes. Puis après ça, tu l'as oublié. Là. Tandis qu'une satisfaction de travail puis un accomplissement, ça reste longtemps imprimé. Fait que pour les OBNL puis les PME, regardez pas ce que vous pouvez pas offrir. Vous pouvez pas offrir plus d'argent, mais vous pouvez offrir des meilleures conditions puis une meilleure qualité de vie. Puis on le voit de plus en plus dans des domaines, justement, nous, dans notre domaine de la créativité. On l'a vu il y a quelques années, à Tout le monde en parle, les gens qui étaient de Sidley ont fait un tollé parce qu'ils ont dit, nous, si vous avez en bas de 35 ans, on vous engage pas. Ça fait, je sais pas si tu as vu ça. Mais non, mais c'est un peu ridicule. Je veux dire, c'est comme si dans notre industrie, la créativité, ce serait juste les jeunes de 35 ans et moins qui l'auraient. Ça fait un tollé parce que plein de gens en communication et en marketing qui ont 60 ans, qui ont 55 ans, qui ont dit, franchement, ça n'a pas de bon sens. Puis dans le fond, ça a lancé un débat. Puis c'est un débat qui est international. J'ai vu des articles poindre à ce niveau-là dans d'autres milieux. Et nous, dans notre domaine, il commence à avoir une tendance, c'est qu'on embauche les gens qui sont seniors, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui se sont brûlés ailleurs. Ils viennent, ils sont corrects d'accepter un moindre salaire, mais ils veulent une flexibilité. Ils veulent peut-être travailler du temps partiel. Ils veulent être avec leur famille, ils veulent une qualité. Donc, si on est capable d'offrir ça, on va être bien. Dans un OBNL, ça va être la même chose. C'est possible de trouver une directrice générale qui a 10-15 ans d'expérience, mais qui veut travailler pour une bonne cause.
c'est possible de trouver quelqu'un de senior qui va vouloir venir travailler avec vous, mais il faut que vous ayez une bonne histoire. Absolument. C'est ça qui est le plus important. Ben oui. Mais tu as 100% raison. Pour Sidley, ben c'est sûr, c'est des chums des chums. Donc, si c'était pas des chums, j'enlève rien à la présidence. Il y a quand même un potentiel incroyable, mais ça reste des chums des chums. Donc, il y a des contrats qui rentrent plus facilement des fois au niveau gouvernemental. Bon, ferme la porte sur Sidley. Mais oui, effectivement, mais c'est vrai ce que tu dis. Les gens, d'abord, il y a plein de gens qui se cherchent des emplois, qui veulent changer d'emploi, tout simplement, et qui ont les compétences au niveau marketing, effectivement. Puis on peut pas, on doit trouver le moyen de les attirer au niveau de la PME. Puis souvent, c'est pas si exigeant que ça au niveau du salaire, mais c'est au niveau, effectivement, des conditions de travail. Et c'est là qu'on doit démontrer avec ta stratégie marketing comment qu'on peut approcher ces gens-là. Puis le salaire devient secondaire. Faut pas non plus les exploiter. C'est pas ça que je pense que tu dis. C'est juste simplement de recruter ces gens-là. Mais comment qu'on les recrute? Ben, c'est en mettant en fine-tunage, je veux dire, là, on dirait ça, en ajustant... En ajustant finement? Finement, voilà, merci. Son site web, exemple. Exact. L'approche, même au niveau de l'approche site web, l'approche Facebook, l'approche réseaux sociaux, exact. L'approche... et ça fait toute la différence. C'est vrai, t'as raison. Puis, fait que le premier point, tu le comprends très bien, Pierre, c'est de dire comment j'attire les gens. Donc, c'est le storytelling, raconter une histoire de la manière la plus agréable possible c'est la première fois que je te sens mon petit accent comme ça, hein, tu l'attendais pas. Une voix imaginaire, c'est bon. Ouais, c'est ça. Raconter une petite histoire pour les employés qu'on attire. Ouais. Mais l'autre question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour les retenir. Et c'est là que la marque employeur prend tout son sens parce que en produit puis en client, on a le concept de fidélisation. C'est-à-dire qu'un client, c'est plus difficile d'aller chercher un nouveau client que de garder un client actif. Ben oui. Donc, ça rapporte plus, ça coûte moins cher en fait et ça rapporte plus. Donc, mais ça veut pas dire que c'est plus facile. Mais donc, conserver un employé, comment tu fais pour le conserver? Et là, tous les outils de communication rentrent en ligne de compte. Tous les outils de communication interne. Quand tu as une petite business, 3, 4, 5, 10 employés, il n'y a pas de bris entre le plancher puis la haute direction. Dès que tu as 2 bureaux, dès que tu as 15 employés, ça commence à être plus difficile. Et c'est là que la fidélisation commence à être un petit peu plus difficile. Et dans la communication RH, il y a 2 mots. Il y a la RH puis il y a la communication. Donc, on parle d'outils de communication, mais on parle aussi de mesures RH. Et c'est là que c'est important de réfléchir, par exemple, quelles sont les conditions prolongées, quelles sont mes échelles salariales, quelles sont les opportunités que j'offre à mon équipe, l'avancement et ainsi de suite. Mm-hmm. Ça, c'est des questions qu'un département RH pourrait répondre. Par contre, en amenant des gens de communication, dans cette réflexion-là, on est capable de commencer à penser à comment on va le véhiculer à l'interne. Puis comment, en véhiculant ça, on va être capable d'optimiser, en fait, c'est pas la productivité, là, mais c'est d'optimiser le bonheur. La mobilisation. La mobilisation, le bonheur. Ouais. Comment on fait pour optimiser le bonheur? Ouais. Puis une fois qu'on optimise ça, ben, ça va vous servir aussi pour véhiculer de l'information à l'extérieur de votre business puis continuer à attirer. Puis c'est ça un peu le cycle vertueux, c'est que j'ai du monde motivé, j'ai du monde heureux, je crée du bonheur, je le package bien, fait que les gens comprennent bien le message. Mm-hmm. Parce que packager bien à l'interne, ça veut dire avoir une vision claire, avoir des objectifs clairs, être transparent, être à l'écoute, avoir des mécanismes d'écoute, et ainsi de suite. Une fois que j'ai ça, j'ai des conditions gagnantes. Donc, je suis capable de les marketer. Donc, je peux les publiciser à un public. Là, dans le fond, c'est un pléonasme, là, mais je publicise à un public. Et donc, avec ça, je peux attirer de nouveaux talents, ce qui va venir faire croître mon entreprise. Mais mon entreprise, elle va déjà être un peu mobilisée, si on veut, et heureuse. Donc, une entreprise qui est performante. Et donc, ça, c'est un cercle vertueux parce que je rajoute des gens avec des conditions gagnantes. Ces gens-là sont sensibles à ces conditions gagnantes-là. Ils cherchent ces conditions gagnantes-là, donc vont participer en tant que gagnants. Et on a un cercle vertueux ici. Absolument. Puis les employés qui ont participé au marketing au niveau RH, ils sont mobilisés. Donc, le plan d'intégration du nouvel employé se fait beaucoup mieux parce que l'employé il est accueilli correctement dans les bons départements avec enthousiasme parce que ces gens-là ont participé, même n'étant pas au RH, à l'embauche. Donc, ça fait toute la différence lorsqu'un nouvel employé arrive puis qu'il se sente accueilli versus un airbête qui répond pas puis qui ne dit pas les directives. Exact. Donc, tout est là. Donc, c'est une belle mobilisation totale, dans le fond. Ouais, bravo. Exact.
Fait que dans le fond, quoi faire concrètement pour attirer? Je vous laisse avec quelques petits trucs en vrac. Première affaire, faire une section sur son site web, rendre ça sexy. Deuxième chose, faire des vidéos, faire des articles, allouer une part de votre budget contenu à du contenu RH. On va dire 10, 15, 20% de votre contenu peut être du contenu ressources humaines. Ensuite, peut-être faire des foires d'emploi. Si votre entreprise est très grande, vous pourriez faire des foires d'emploi, mais amener votre équipe marketing dans la foire d'emploi pour voir comment ça se passe, pour vraiment amener une dynamique puis une énergie. Pas pour dire que les gens des RH sont pas dynamiques, mais amener une créativité à travers tout ça. Plus vendeur, oui. Ça peut être un petit peu plus vendeur. Ensuite, un autre truc, travailler vos outils de communication interne. Peut-être mettre en place un petit journal, mettre en place des petits... vous avez peut-être si vous avez un blog, peut-être allouer une part d'informations sur de la RH. Je veux dire, un employé participe à une course, puis là, vous décidez de l'encourager, puis de donner 100$ pour la course, puis un don. Publiez ça sur vos réseaux sociaux. Ouais. C'est simple à faire, c'est encourageant, mais il faut avoir la volonté de le faire. Il faut avoir la volonté de supporter une cause. L'autre chose, établissez une petite stratégie. Là. Écrivez sur quelques lignes, c'est quoi vos besoins pour les 3 prochaines années. Qu'est-ce que vous allez recruter? Qu'est-ce que vous allez faire pour rendre ça sexy? C'est quoi vos avantages? Là, c'est quand même assez facile à faire. D'autres trucs, je sais pas si toi tu as des idées ou des questions en tête. C'est le personnel vraiment, d'assurer que notre personnel, c'est toujours dans la prévention, c'est-à-dire que si notre personnel, on les prépare déjà, c'est ça qui va arriver au lieu d'arriver en arrivant demain matin. Là, à partir de demain, on a un site web, on a ça qui va annoncer qu'on recrute du monde, mais déjà préparer les cadres, préparer nos gens responsables à dire, là, vous allez participer à un projet qu'on a mis sur un échelonné avec un échéancier de 2 ans, où est-ce qu'on veut recruter des gens, exact. Et on va avoir besoin de vous. C'est une mobilisation d'employés, mais aussi, moi, c'est ça, je dirais, de en parler tout simplement. Mais quand on parle de transparence dans une entreprise, qui est important, c'est un exemple, ça. Donc, une entreprise, c'est sûr qu'une entreprise qui travaille tout seul en silo puis qui est vraiment indépendant, c'est-à-dire le chef parle pas à sa gang puis il travaille, point, ça va être plus dur, là, mobiliser. Il y en a qui n'ont pas des valeurs de transparence non plus. Fait que, il faut écouter ses valeurs. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise, là. Mais oui, moi, nous, c'est une de nos valeurs, la transparence. Fait que ça pourrait être ça. Ça peut être aussi de rémunérer la référence. Tu sais, un employé qui a cœur à l'entreprise, ça va être le meilleur ambassadeur. Donc, former des ambassadeurs. C'est pour ça que faire un comité RH, c'est pas vraiment niaiseux à faire. En fait, c'est très bénéfique. Ça va pas vous coûter grand-chose. Absolument. Une coupe de pizza. Puis après ça, vous pouvez mettre en place des mesures. Oui, ça va vous coûter quelque chose, des mesures. On va dire, tu mets une mesure de bonification, tu mets une mesure d'incitatif. On va dire, tu donnes 1000$ pour chaque embauche qui a été référée. C'est juste bénéfique. Au bout du compte, ça vous coûte rien. Vous gagnez à... Peut-être aussi une reconnaissance au party de Noël. Qui n'ont pas l'habitude d'avoir des plaques. On remet des plaques. L'employé de l'année, on trouve des titres à tout le monde, dans le fond. Mais ça fait en sorte, ça fait la différence. Merci beaucoup, M. David Paquet. On vous écoute. Quoi qu'on a manqué peut-être les 10 secondes de l'entrevue. J'ai oublié de peser record. Mais bref, sur le site internet au www.ckvl.fm. Sinon, adviz.com. .ca, pardon. dites-les donc. adviz.ca. Bon, voilà toute l'information. Merci beaucoup. Là, on s'en va en pause promotionnelle et on va revenir tout de suite après avec M. Benoît D'Amico avec les actualités de la salle. Vous êtes sur le CKVL au 100,1 FM ou au www.ckvl.fm. Rejoignez Charlie Rousseau tous les jours en semaine de 13h à 16h. Actualité, performance d'artistes, santé, sexualité et bien plus. Entrez dans son univers qui deviendra le vôtre.